Le soir tombait doucement sur la petite maison de la famille Dupont. Les lumières des lampadaires s'allumaient une à une dans la rue étroite, et à l'intérieur, l'odeur d'une soupe chaude emplissait la cuisine. Jacques Dupont, père de famille d'une cinquantaine d'années, s'affairait à préparer la table. Depuis quelque temps, il observait sa fille unique, Camille, âgée de 16 ans, avec une inquiétude croissante. Son comportement avait changé. Autrefois rieuse et bavarde, elle s'était enfermée dans un silence lourd, ses yeux fuyants dissimulant quelque chose qu'elle ne voulait pas partager. Ce soir-là, comme à son habitude, Jacques avait préparé une soupe aux légumes, son plat préféré, simple mais réconfortant. Camille entra dans la cuisine d'un pas hésitant. Elle tenait quelque chose dans sa main serrée contre elle que son père ne distingua pas immédiatement. Son visage semblait nerveux, ses gestes maladroits. Elle posa un bol devant Jacques, puis d'un air faussement naturel s'approcha de la marmite. Ses doigts tremblaient. Jacques la regarda sans rien dire. Il avait appris au fil des années à déchiffrer les gestes de sa fille mieux que ses paroles. Et ce qu'il vit ce soir-là le troubla profondément. Camille, croyant qu'il ne la voyait pas, fit glisser discrètement un petit sachet dans la soupe déjà servie. Un sachet transparent presque imperceptible qui se dissout en quelques secondes dans le liquide fumant. Son cœur se serra. Jacques ne bougea pas. Il fit semblant de détourner les yeux, continuant de disposer des assiettes et des couverts. Mais son esprit était en alerte. Pourquoi? La question résonnait comme une alarme. Pourquoi sa propre fille mettait-elle quelque chose d'inconnu dans son repas? Quand ils s'assirent à table, Jacques remarqua la tension dans le regard de Camille. Elle fixait son bol comme si elle attendait quelque chose. Son père prit la cuillère, la plongea dans la soupe, mais au dernier moment, dans un geste calculé et discret, il échangea son assiette avec celle de sa fille. Camille, surprise, releva brusquement la tête. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix un peu trop rapide. Jacques esquissa un sourire tranquille. « J'ai mis trop de soupe dans mon bol. Le tien n'était plus léger, je préfère. » Elle ne répondit pas. Ses yeux s'écarquillèrent, et un voile de panique passa sur son visage. Mais elle tenta aussitôt de reprendre contenance. « Ah, ce n'est pas grave, » murmura-t-elle en baissant la tête. Jacques, en silence, observa chaque mouvement de sa fille, chaque tremblement de ses lèvres. Le repas se déroula dans un silence pesant. Jacques fit semblant de manger lentement, mais il ne porta pas la cuillère à sa bouche. Il observait Camille, qui, elle, n'osait toucher à son assiette. La tension était insupportable. Qu'a-t-elle mis dans ce bol? Après quelques minutes, Jacques reposa sa cuillère et dit d'une voix calme mais ferme « Camille, regarde-moi. » Elle hésita puis leva les yeux. « Qu'y avait-il dans mon assiette ?» demanda-t-il doucement. Le silence tomba comme une chape de plomb. Camille pâlit. Ses mains se crispèrent sur la table. Elle balbutia. « Rien. Juste des épices. » Mais Jacques n'était pas dupe. « Ne me mens pas, ma fille. »« Je t'ai vu. » Son visage se décomposa. Les larmes jaillirent soudain, incontrôlables. « Papa, je ne voulais pas te faire de mal. » Jacques sentit son cœur se serrer davantage. « Alors pourquoi ?» Sa voix tremblait malgré lui. Camille se leva brusquement, renversant sa chaise. Elle courut vers sa chambre, claqua la porte derrière elle. Jacques resta seul à table, son regard fixé sur le bol encore fumant. Une sueur froide perla sur son front. Devait-il goûter ce qui s'y trouvait, au risque de découvrir une vérité effrayante? Ou devait-il analyser calmement ce mystère avant d'agir? Son instinct de père lui criait qu'il y avait une explication, mais son esprit rationnel doutait. Et si quelqu'un l'avait forcé? Et si elle cachait un secret plus lourd qu'il ne l'imaginait? Cette nuit-là, Jacques ne dormit pas. Il entendait sa fille sangloter derrière la porte close. Chaque plainte, chaque soupir était une lame dans son cœur. Il repassait la scène encore et encore, incapable de comprendre. Le sachet, le geste furtif, la panique dans ses yeux. Tout cela n'avait rien d'un simple caprice. Au petit matin, il se leva avec une décision. Il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Non pas par méfiance, mais parce que l'amour qu'il portait à sa fille lui interdisait de rester dans l'ignorance. Camille, de son côté, s'enfermait dans un silence encore plus lourd. Elle évitait son père, détournait le regard, répondait par des phrases courtes. Quelque chose dans sa vie échappait totalement à Jacques, et il savait que s'il n'agissait pas vite, ce secret pourrait les détruire tous les deux. Le lendemain matin, Jacques se leva tôt, les traits tirés par une nuit blanche. Il entra dans la cuisine, les yeux fixés sur la table où reposaient encore, comme des témoins muets, les bols de soupe non terminés. La marmite était vide. Camille l'avait sans doute vidée dans l'évier avant de se réfugier dans sa chambre.
Mais une idée obsédante s'imposait à lui. Retrouver ce qu'elle avait glissé dans ce repas. Il ouvrit les placards, fouilla les tiroirs, chercha dans la poubelle. Ses mains tremblaient légèrement. Il se sentait presque coupable de fouiller ainsi, comme s'il trahissait la confiance de sa fille. Mais le souvenir de ce sachet transparent refusait de le lâcher. Dans la corbeille, derrière des épluchures de légumes et un vieux paquet de biscuits, il finit par trouver un fragment plastique froissé, à demi dissous. Ses yeux se plissèrent. Le sachet était trop petit pour contenir de simples épices. Il portait une légère odeur âcre, étrangère, qui n'avait rien à voir avec la cuisine habituelle. Jacques referma le sac poubelle, son cœur battant plus vite. Qu'est-ce que c'était? Il pensa un instant à l'emmener à la police, mais se retint aussitôt. Que dirait-il? Ma fille a mis quelque chose dans ma soupe. On se moquerait de lui ou pire, on l'accuserait d'inventer des histoires. Non, avant d'agir, il devait comprendre par lui-même. Ce jour-là, il tenta d'agir normalement. Il prépara le petit déjeuner, appela Camille à table. Elle descendit, les yeux rouges, le visage fermé. Elle évita son regard, s'assit, mangea en silence. Jacques fit semblant de lire le journal, mais ses pensées tournaient à toute vitesse. Chaque geste de sa fille lui paraissait suspect. Chaque silence lourd de non-dit. « Camille, dit-il doucement en posant sa tasse, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Elle sursauta légèrement, puis répondit sans lever les yeux. « Oui, papa. » Il insista. « Alors pourquoi tu as mis ce sachet dans ma soupe ?» Elle se figea. Ses doigts serrèrent sa cuillère si fort que ses jointures blanchirent. « Ce n'était rien, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Jacques soupira, tendit la main pour effleurer la sienne. « Rien ne peut me faire cesser de t'aimer, Camille, mais je dois savoir. » Elle se leva brusquement, son bol renversant un peu de lait sur la table. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-elle avant de courir à l'étage. Jacques resta figé, le cœur serré. Son instinct lui disait qu'elle portait un poids bien plus grand que ce qu'il imaginait. Ce soir-là, Jacques prit une décision. Il suivrait sa fille discrètement pour comprendre. Lorsqu'elle sortit de la maison après le dîner, sac à dos sur l'épaule, il attendit quelques minutes puis la suivit à distance. Camille marchait vite, la tête basse, jetant parfois des regards derrière elle. Elle se rendit jusqu'à un parc sombre où l'attendait un groupe de jeunes. Jacques se cacha derrière un arbre, son souffle court. Camille s'approcha d'un garçon plus âgé qui lui remit quelque chose discrètement dans la main. Elle le serra aussitôt et le glissa dans son sac. Le garçon lui dit quelques mots, puis éclata de rire. Jacques sentit son sang se glacer. Était-elle en danger? Il la suivit jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Lorsqu'elle monta dans sa chambre, il entendit la clé tourner dans la serrure. Ce geste le transperça. Elle ne lui faisait plus confiance. Cette nuit-là, il resta assis dans le couloir, le dos contre le mur, incapable de fermer l'œil. Derrière la porte, il entendait sa fille bouger, parfois sangloter. Au petit matin, lorsqu'il entendit le silence, il se leva, s'approcha de la porte et murmura « Je t'aime, Camille. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis là. » Mais aucune réponse, seulement le silence. Le lendemain, Jacques décida de fouiller dans la chambre de sa fille, malgré le poids de la culpabilité. Quand elle partit au lycée, il entra et chercha. Dans un tiroir caché sous des cahiers, il trouva plusieurs petits sachets identiques à celui qu'elle avait glissé dans la soupe. Son souffle se coupa. Était-ce de la drogue? Un poison? Une poudre étrange? Il s'assit sur le lit, le sachet à la main, les yeux fixés dessus. Son cœur battait la chamade. Sa fille était-elle victime d'un réseau? Était-elle manipulée? Ou bien tentait-elle de lui envoyer un message qu'il ne comprenait pas encore? En sortant de la chambre, il croisa son reflet dans le miroir du couloir. Son visage paraissait plus vieux, marqué par la peur. Mais derrière cette peur, une résolution naissait. Il ne laisserait pas sa fille s'enfoncer seule. Même si elle le rejetait, même si elle refusait de parler, il se battrait pour la sauver. Ce soir-là, Jacques prit une autre décision. Consulter discrètement un pharmacien de confiance pour analyser le contenu du sachet. Il glissa l'un d'eux dans sa poche et sortit. Le pharmacien, après avoir observé le produit, fronça les sourcils. C'est étrange. Ce n'est pas une drogue courante, ni un médicament. Il faudra une analyse plus poussée. Mais je peux déjà vous dire que ce n'est pas anodin. En rentrant chez lui, Jacques sentit ses jambes trembler. Chaque pas résonnait comme une marche vers l'inconnu. Il savait désormais que ce que Camille avait voulu lui faire avaler n'était pas une simple épice. C'était quelque chose de bien plus grave.
Le lendemain matin, Jacques se réveilla avec un poids terrible sur la poitrine. La révélation du pharmacien résonnait encore dans son esprit. Ce sachet n'était pas anodin. Mais qu'était-il exactement? Poison? Substance hallucinogène? Remède mal compris. 1000 hypothèses tournèrent dans sa tête, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Au petit déjeuner, Camille descendit, ses cheveux encore ébouriffés, le regard fuyant. Elle s'assit face à son père sans dire un mot. Jacques la regarda, et une vague d'amour mêlée de peur le traversa. Comment cette enfant fragile pouvait-elle porter un secret si lourd? Pensa-t-il. Il tenta de sourire. « Tu veux des tartines ?» demanda-t-il d'un ton faussement léger. Elle acquiesça sans le regarder. Il ne dit rien du sachet, ni du pharmacien. Pas encore. Il savait que s'il brusquait sa fille, elle se refermerait encore davantage. Mais il sentait le temps filer, comme du sable entre ses doigts. Quand Camille partit au lycée, Jacques décida de pousser plus loin ses recherches. Il retourna chez le pharmacien pour demander une analyse approfondie. Le vieil homme, prudent, lui répondit « Je vais l'envoyer à un laboratoire spécialisé. Donnez-moi 2 ou 3 jours. » Jacques hocha la tête, mais son cœur s'emballa. 3 jours pouvaient être trop longs si Camille continuait à manipuler ses sachets. En rentrant, il s'arrêta devant le lycée. De loin, il observa sa fille entrer dans la cour. Elle rejoignit immédiatement un petit groupe d'élèves, parmi lesquels le garçon qu'il avait déjà vu au parc. Ce garçon grand vêtu d'une veste sombre paraissait charismatique mais inquiétant. Camille se tenait près de lui, comme sous son emprise. Jacques sentit la colère monter. Qui est-il pour avoir autant d'influence sur ma fille? Il décida de rester quelques heures non loin de l'établissement, observant. À la sortie, Camille sortit du lycée en compagnie du même garçon. Ils riaient, échangeaient des regards complices. Mais Jacques remarqua quelque chose. Le garçon lui glissa encore un sachet, discrètement, et Camille le cacha aussitôt dans son sac. Le sang de Jacques ne fit qu'un tour. Son premier instinct fut de courir vers eux, d'arracher ce sac, d'hurler la vérité. Mais il se retint. Il comprit qu'une confrontation brutale ne ferait que briser le fragile lien qui lui restait avec sa fille. Il devait agir intelligemment. Le soir à table, il observa chaque geste de Camille. Elle mangeait distraitement, jouant avec sa fourchette, évitant son regard. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Jacques d'une voix douce. « Bien, » répondit-elle froidement. « Tu as vu des amis ?» insista-t-il. « Oui. » Silence. Après le repas, Jacques se rendit discrètement dans sa chambre. Il inspecta son sac, cette fois avec une angoisse encore plus grande. Il y trouva, comme il s'y attendait, 2 nouveaux sachets. Ses mains tremblaient. Encore. Toujours ces sachets. Mais pourquoi? Il les garda cette fois, les rangeant dans une boîte fermée dans son bureau. Camille, plus tard, fouilla visiblement son sac car Jacques entendit sa porte claquer violemment, suivi de sanglots étouffés. Cette nuit-là, Jacques rêva. Dans son rêve, Camille lui servait de la soupe. Mais au lieu de sourire, elle le regardait avec des yeux vides, comme possédée. Elle murmurait « Tu ne devais pas savoir, papa. Tu ne devais jamais savoir. » Jacques se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Au matin, une idée folle lui traversa l'esprit. Peut-être que ce que Camille mettait dans la soupe n'était pas pour le tuer, mais pour le protéger. Il se rappela des histoires anciennes, de remèdes mystérieux, de superstitions. Mais pourquoi garderait-elle cela secret? Et surtout, pourquoi l'air paniqué quand il avait échangé les assiettes? Il décida de confronter discrètement le garçon qu'il avait vu au lycée. En fin d'après-midi, Jacques suivit Camille à distance. Elle rejoignit de nouveau ce groupe. Quand elle s'éloigna un instant, Jacques s'approcha du garçon et l'interpella sèchement. « Toi, je sais ce que tu donnes à ma fille. » Le jeune le regarda avec un sourire narquois. « Vraiment? Vous croyez tout savoir ?» Jacques le saisit par le bras. « Si tu touches encore à ma fille, je préviens la police. » Mais le garçon rit doucement. « La police? Allez-y. Vous verrez bien qui ils croiront. Une ado rebelle ou un père paranoïaque ?» Jacques le lyncha bouleversé. Le garçon ajouta en s'éloignant « Votre fille n'est plus vraiment à vous. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Le soir venu, Jacques se sentit plus impuissant que jamais. Camille l'évitait, refusait de lui adresser un regard. Chaque tentative de discussion échouait, et lui, seul, tenait dans son bureau ces sachets mystérieux, symbole d'un secret qui menaçait de les séparer à jamais. 2 jours plus tard, le pharmacien le rappela. « Monsieur Dupont, je ne sais pas encore tout, mais je peux vous dire une chose. Cette substance n'est pas vendue dans le commerce. C'est un mélange chimique instable, potentiellement dangereux.
Il faut que vous sachiez d'où elle vient. » Jacques sentit ses jambes fléchir. Il s'assit, la tête dans les mains. Son intuition était juste. Camille était entraîné dans quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait jamais imaginé. Lorsque le pharmacien lui annonça que la substance trouvée dans le sachet était un mélange chimique instable, Jacques sentit son monde vaciller. Il rentra chez lui d'un pas lourd, ses pensées tourbillonnant. Comment sa fille avait-elle pu tomber en possession d'un produit pareil? Et surtout, pourquoi voulait-elle le lui faire avaler? La soirée fut tendue. Camille resta enfermée dans sa chambre, prétextant des devoirs. Jacques, assis seul dans le salon, fixait les sachets rangés dans la boîte de son bureau. Ils semblèrent l'observer comme des témoins silencieux d'un drame imminent. Au milieu de la nuit, il prit une décision. Il devait savoir. Il appela discrètement le pharmacien et lui demanda de le mettre en contact avec le laboratoire chargé de l'analyse. Après insistance, on lui donna un rendez-vous avec un expert. 2 jours plus tard, Jacques se rendit dans un centre scientifique à l'extérieur de la ville. L'expert, un homme au regard sévère, examina les sachets avec attention. « C'est un mélange rare », dit-il en ajustant ses lunettes. « Un produit utilisé parfois dans des expériences artisanales. Les effets varient, mais ingérés. Il peut provoquer des hallucinations, une perte de conscience, voire des lésions graves. » Jacques blêmit. « Vous voulez dire que ma fille voulait m'empoisonner ?» L'expert haussa les épaules. « Pas forcément. Parfois, ces substances circulent dans des milieux marginaux, utilisées comme drogues expérimentales. Mais dans votre cas, il est clair qu'il y avait intention d'introduire cela dans vos repas. » Les mots résonnèrent comme une condamnation. Jacques sortit du laboratoire, le souffle court, incapable de comprendre. Camille, sa fille adorée, pouvait-elle vraiment vouloir lui faire du mal? Ou était-elle elle-même victime d'un engrenage qu'il ne voyait pas encore? Il décida de l'observer plus étroitement. Les jours suivants, il suivit chacun de ses déplacements avec une discrétion maladroite. Un soir, il la vit de nouveau rejoindre le même garçon, dans une ruelle derrière le lycée. Cette fois, il s'approcha davantage et surprit leur conversation. « Tu l'as fait » demanda le garçon d'une voix basse. « Non, il a échangé les assiettes », répondit Camille, nerveuse. « Moi, tu dois recommencer » insista-t-il. « Ah, sinon tu sais ce qui arrivera. » Jacques sentit ses jambes faiblir. Ce garçon manipulait sa fille. Il l'obligeait à introduire ce produit dans ses repas. Mais pourquoi? Quel but sordide poursuivait-il? Camille ajouta d'une voix tremblante. « Je ne veux pas. C'est mon père. » Le garçon la saisit brutalement par le bras. « Casne, tu n'as pas le choix. » À cet instant, Jacques jaillit de l'ombre. « Lâche-la » hurla-t-il. Le garçon recula, surpris, mais esquissa un sourire ironique. Alors, le vieux a compris. Camille, pétrifiée, se mit à pleurer. Jacques se plaça devant elle, prêt à se battre. Mais le garçon leva les mains, feignant l'innocence. « Calmez-vous, monsieur. Votre fille est consentante. Elle sait très bien ce qu'elle fait. » Puis il s'éloigna dans l'ombre, laissant derrière lui une menace silencieuse. De retour à la maison, Jacques enferma la porte et fit asseoir Camille à table. « Dis-moi la vérité maintenant. Qui est ce garçon? Que t'a-t-il fait ?» Elle secoua la tête, refusant de parler. « Camille, écoute-moi. Tu es ma fille. Je ne laisserai personne te faire du mal. Mais si tu continues à te taire, je ne pourrai pas te protéger. » Les larmes inondèrent ses yeux. Enfin, elle murmura. « Papa, ils ont dit que si je ne faisais pas ce qu'ils voulaient, ils s'en prendraient à toi. » Jacques sentit un frisson glacial parcourir son dos. « Et qui ça, il » demanda-t-il. Mais Camille secoua la tête, terrorisée. « Je ne peux pas le dire. Ils savent tout. » Cette nuit-là, Jacques comprit que sa fille n'était pas coupable, mais prisonnière. Ce n'était pas elle qui voulait l'empoisonner, mais un groupe qui la tenait sous emprise. Et soudain, tout prit un autre sens. Ses silences, ses larmes, son regard apeuré. Il décida qu'il n'attendrait pas plus longtemps. Il devait agir, non seulement pour protéger sa propre vie, mais surtout pour libérer Camille de cette menace invisible. Pourtant, il savait qu'il risquait gros. Affronter ces gens pouvait mettre en danger bien plus que sa fille. Cela pouvait les détruire tous les deux. Les paroles de Camille résonnaient encore dans la tête de Jacques comme un écho glaçant. Ils ont dit que si je ne faisais pas ce qu'ils voulaient, ils s'en prendraient à toi. Cette révélation changeait tout. Saphir n'était pas une coupable, mais une victime, piégée par des individus sans scrupules. Jacques se jura qu'il découvrirait qui se cachait derrière ce « il », qui l'avait poussé à commettre l'impensable.
Le lendemain, Jacques décida de ne pas aller travailler. Il prétexta une maladie auprès de son employeur et passa la journée à réfléchir, carnet en main traçant des hypothèses comme un enquêteur amateur. Il nota ce qu'il savait. Camille recevait régulièrement des sachets étranges. Un garçon plus âgé, au lycée, lui servait d'intermédiaire. Elle avait clairement peur, et ses actions semblaient dictées par des menaces. Le contenu des sachets était dangereux, potentiellement mortel. « Pourquoi moi ?» se demandait Jacques. Pourquoi ces gens voulaient-ils que sa propre fille l'empoisonne? Était-ce pour de l'argent, pour une vengeance, ou pour un but encore plus obscur? En début d'après-midi, il retourna discrètement près du lycée. Il observa à distance, caché derrière un kiosque. Comme prévu, le garçon en veste sombre était là, entouré de 2 autres jeunes. Il semblait attendre Camille. Jacques sentit son cœur battre plus vite. Lorsqu'elle sortit, elle s'approcha du groupe, hésitante. Le garçon lui glissa quelques mots à l'oreille, puis lui donna encore un sachet. Jacques serra les poings. Mais cette fois, il remarqua un détail qui lui avait échappé auparavant. Derrière le groupe, un homme plus âgé observait la scène. Un homme à la carrure imposante, vêtu d'un manteau noir avec un regard froid. Il ne parlait pas, mais son autorité se ressentait. Jacques comprit aussitôt que ce garçon n'était qu'un pion. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Il suivit discrètement l'homme en manteau noir lorsqu'il quitta les lieux. Celui-ci marcha d'un pas mesuré, traversant plusieurs rues, avant d'entrer dans un bar à l'écart du centre-ville. Jacques hésita, puis poussa la porte à son tour. L'air sentait la fumée et l'alcool. Dans un coin sombre, il vit l'homme discuter avec 2 autres individus. Jacques se posta au comptoir, feignant de lire le journal. Il tendit l'oreille. Des bribes de conversation parvenaient jusqu'à lui. Le père ne doit pas comprendre trop vite. Taitam, la fille est docile mais hésitante. Mais bientôt, il faudra passer à l'étape suivante. Jacques sentit un frisson parcourir son dos. Étape suivante, il sortit du bar avant d'être remarqué, mais son esprit bouillonnait. Ces gens manipulèrent sa fille comme un pion dans un jeu dont il ignorait les règles. Et lui, sans le savoir, en était la cible. De retour chez lui, Jacques tenta d'agir comme si de rien n'était. Le dîner fut silencieux. Camille jouait nerveusement avec sa fourchette, ses yeux évitant toujours ceux de son père. Après le repas, Jacques s'approcha d'elle et dit doucement « Je sais que tu as peur, mais écoute-moi, je suis plus fort que tu ne le crois. Si quelqu'un te menace, dis-le-moi. Je te protégerai. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne comprends pas, papa. Ils savent tout de nous. Si je parle, ils te détruiront. » Jacques posa ses mains sur ses épaules, la forçant à le regarder. « Je préfère mourir que de te voir prisonnière de leur peur. » Camille éclata en sanglots et se réfugia dans ses bras. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle se laissait aller ainsi. Cette nuit-là, Jacques prit une nouvelle décision. Il devait alerter quelqu'un de confiance. Mais qui? La police? Et s'ils étaient corrompus ou incapables de comprendre? Il pensa à Pierre, un vieil ami journaliste qu'il n'avait pas vu depuis des années. Pierre avait toujours eu le don de découvrir la vérité, même dans les affaires les plus sombres. Le lendemain, Jacques le contacta discrètement. Ils se retrouvèrent dans un café excentré. Après quelques minutes d'hésitation, Jacques lui raconta tout. La soupe, les sachets, le garçon, l'homme en manteau noir. Pierre, d'abord sceptique, finit par pâlir en voyant l'un des sachets que Jacques avait conservé. « Tu n'as pas idée dans quoi tu as mis les pieds, Jacques. Ce n'est pas une histoire de dealer de rue. C'est plus gros que ça. » Jacques fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pierre baissa la voix. « Ce genre de mélange, on en a parlé dans une enquête il y a quelques années. Des groupes clandestins l'utilisaient pour contrôler des personnes, leur faire perdre la mémoire, les manipuler. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est une arme. » Le sang de Jacques se glaça. Une arme. Et sa fille en était l'instrument, contre lui. Il rentra chez lui plus déterminé que jamais. Camille était assise sur le canapé, son sac à ses pieds. Jacques s'assit à côté d'elle et prit sa main. « Ma fille, je te promets une chose. Peu importe ce qu'ils veulent, je ne te laisserai pas tomber. Tu n'es pas seule. » Elle le regarda les yeux brillants de larmes et murmura « S'ils découvrent que tu sais, ils nous détruiront tous les deux. » Jacques resserra son étreinte. « Qu'ils essaient, pensa-t-il. » Il était prêt à tout pour sauver Camille. Les révélations de Pierre tournaient en boucle dans l'esprit de Jacques. Un réseau clandestin, utilisant des substances chimiques comme arme de contrôle, et Camille coincée au milieu, manipulée, menacée. Jacques comprit qu'il n'affrontait pas seulement quelques adolescents délinquants. C'était bien plus large, bien plus organisé. Le lendemain, Jacques retrouva Pierre dans un petit bureau improvisé, rempli de dossiers et de coupures de presse.
Pierre avait ressorti de vieilles enquêtes, jaunies par le temps. Il posa devant Jacques une pile de documents. « Regarde, dit-il, cette poudre, ce mélange chimique, est apparu pour la première fois dans une affaire non résolue. Il y a 5 ans, plusieurs personnes avaient été intoxiquées sans comprendre ce qui leur arrivait. Toutes rapportaient des trous de mémoire. » Jacques fronça les sourcils. « Tu veux dire que, si j'avais avalé cette soupe, je ne me serais peut-être pas souvenu de ce qui s'était passé ?» Pierre acquiesça. « Exactement. Tu aurais pu perdre le fil, te sentir confus, vulnérable. Et eux auraient eu le contrôle. » Un silence lourd s'installa. Jacques se passa la main sur le visage. Il voulait me briser, à travers ma propre fille. Pierre soupira. « Ce n'est pas seulement toi, Jacques. Ce groupe cible des familles fragiles, des jeunes isolés. Ils recrutent en manipulant la peur, en promettant protection ou argent facile. Camille n'est qu'un pion de plus dans leur jeu sordide. » Jacques sentit une colère sourde monter en lui. « Alors je vais les détruire. » Pierre posa une main ferme sur son bras. « Pas seul. Si tu fonces tête baissée, tu te feras écraser. Il faut des preuves, solides, indiscutables. Et pour ça, nous devons suivre la piste jusqu'au bout. » Ils élaborèrent un plan. Jacques devait continuer à jouer l'ignorant, à laisser croire qu'il ne savait rien. Pendant ce temps, Pierre se chargerait de surveiller les allées et venues autour du lycée et du bar où Jacques avait aperçu l'homme en manteau noir. Ensemble, ils construiraient un dossier, un piège qui forcerait la vérité à éclater. De retour chez lui, Jacques se força à agir comme si de rien n'était. Camille, assise dans sa chambre, paraissait plus fragile que jamais. Ses yeux rougis par les larmes trahissaient ses nuits sans sommeil. Jacques entra doucement, s'assit à côté d'elle. « Tu veux que je te lise un passage de ton vieux livre préféré ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle hocha la tête, incapable de parler. Pendant quelques minutes, ils retrouvèrent un semblant de complicité, fragile mais précieux. Pourtant, la tension monta rapidement. Le lendemain soir, Camille revint à la maison, les traits tirés, et posa un bol de soupe devant son père. Jacques observa attentivement. Ses mains tremblaient. Le liquide semblait normal, mais il n'en toucha pas une goutte. Au bout de quelques minutes, Camille éclata en sanglots. « Pardonne-moi, papa. Je n'ai pas le choix. » Jacques se leva et l'enlaça. « Tu ne me feras jamais de mal, ma fille. Tu es plus forte qu'eux. » Mais elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Ils disent qu'ils savent tout sur toi. Ton travail, tes comptes, ils peuvent te détruire si je désobéis. » Ces mots frappèrent Jacques comme une lame. Le réseau avait donc déjà enquêté sur lui, connaissait sa vie dans les moindres détails. C'était une guerre psychologique. Le soir même, Jacques retrouva Pierre pour lui rapporter la scène. Pierre, concentré, montra de nouvelles photos qu'il avait prises. L'homme en manteau noir, accompagné de 2 autres, entrant dans un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville. « C'est là que tout se joue, » dit Pierre. « Je suis sûr que c'est leur base. » Jacques blêmit. « Et Camille? Ils l'y emmènent aussi ?» Pierre hésita. « Peut-être. Si c'est le cas, elle est plus en danger qu'on ne le pensait. » Ils décidèrent de surveiller l'entrepôt. 2 nuits plus tard, ils se postèrent dans une vieille voiture, à distance. Vers minuit, ils virent arriver plusieurs silhouettes. Parmi elles, Camille. Elle portait son sac, marchant tête baissée, entourée du garçon en veste sombre et de l'homme en manteau. Jacques sentit son sang bouillir. Il faillit sortir de la voiture, mais Pierre le retint. « Pas maintenant. On doit savoir ce qu'ils font. » Ils observèrent. Les silhouettes entrèrent dans l'entrepôt. De la lumière filtrait par les vitres sales. Des voix résonnaient, trop lointaines pour être comprises. Jacques tremblait de rage et d'impuissance. Sa fille était là-dedans, au cœur de ce nid de serpents. Pierre prit des photos, nota l'heure, les détails. « Nous avons déjà des preuves, » murmura-t-il. Mais Jacques n'écoutait plus. Son esprit criait « Sauve-la! Sauve-la !» Après 2 heures interminables, Camille ressortit enfin. Elle paraissait plus effrayée que jamais. L'homme en manteau lui parlait sèchement, comme un ordre. Le garçon souriait, satisfait. Jacques comprit qu'il préparait quelque chose d'encore plus grave. Quand il rentra chez lui avec Pierre, son choix était fait. Il ne pouvait plus attendre. Si la police n'intervenait pas rapidement, il irait lui-même dans cet entrepôt pour libérer sa fille. Quelles qu'en soient les conséquences. La nuit où Jacques prit sa décision, la ville dormait. Mais lui ne trouverait plus le sommeil tant que sa fille serait en danger. Il revit encore et encore la silhouette frêle de Camille quittant l'entrepôt sous la coupe de l'homme en manteau noir. La peur l'avait rongé longtemps,
mais elle s'était transformée en une résolution froide. Il n'attendrait pas une hypothétique aide qui pourrait ne jamais arriver. Il sauverait sa fille, lui-même coûte que coûte. Pierre, son ami journaliste, refusa d'abord de le laisser partir seul. « On a des preuves, des photos, des heures, des visages, » dit-il. « On peut les livrer à la police, les forcer à agir. » Jacques secoua la tête. « La police peut être lente. Et si eux ont des relais, je ne peux pas risquer de lui faire courir un danger en les regardant fouiller nos preuves. » Pierre vit la détermination dans les yeux de Jacques et comprit qu'il n'y avait plus rien à dire. « Alors on y va ensemble ?» finit-il par murmurer. Ils préparèrent un plan sommaire. Ils n'avaient ni armes ni moyens spéciaux, juste la ténacité de deux hommes prêts à défier l'inconnu. Pierre se chargea de louer une petite camionnette sous un faux nom, de rassembler un peu de matériel. Lampe torche, gants, cordes, une caméra compacte pour documenter. Jacques, lui, prit des vêtements sombres, un vieux pull qui ne le trahirait pas, et glissa dans sa poche une photo de Camille, froissée par l'angoisse comme un talisman. Le saut dans la nuit fut plus vertigineux qu'il ne l'avait imaginé. L'entrepôt se dressait à l'abri des regards, sur une zone industrielle où seules quelques enseignes lumineuses clignotaient encore. Ils se garèrent à une centaine de mètres et approchèrent à pied main serrée, cœur battant. Le bâtiment, massif et menaçant, semblait avaler la lumière. Une fenêtre laissait échapper un rayon timide. On distinguait des silhouettes en mouvement, des voix feutrées. Jacques sentit son estomac se nouer. Ils cherchèrent une entrée discrète. Côté arrière, une porte métallique semblait rarement utilisée. La poignée était rouillée mais décrochée. Pierre s'empara d'une lampe et poussa lentement. L'odeur d'huile et de vieux cartons les accueillit. À l'intérieur, l'entrepôt était un labyrinthe de palettes, de cagettes et de câbles. La lumière venait d'un coin où des lampes halogènes chauffèrent l'air, donnant au visage une teinte dure et faussement rassurante. Ils avancèrent à couvert, en silence. Des voix portaient, rires rauques, ordres murmurés, un cliquetis métallique. Soudain, une silhouette apparut au détour d'une rangée. C'était le garçon en veste sombre. Il levait la main, faisant signe à quelqu'un. Jacques compressa sa rage, mais conserva la maîtrise. Pierre sortit la petite caméra et commença à filmer à distance, enregistrant les visages, les gestes, le lieu. Leur but n'était pas seulement de sauver Camille. Ils voulaient des preuves irréfutables pour empêcher qu'on discrédite leur action plus tard. Au fond, près d'une palette empilée, une porte battante menait à une pièce éclairée. Ils l'entendirent ouvrir. Camille apparut pâle, les yeux fatigués. Elle était suivie par l'homme au manteau noir. À sa vue, Jacques sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. Il n'entendit plus que le bruit de son propre souffle. Mais il ne pouvait pas laisser son émotion le trahir. Trop était en jeu. Ils avancèrent d'un pas supplémentaire, mal assurés, cherchant un angle pour intervenir. C'est alors que la roue du destin fit grincer son cric. Une planche branlante céda sous le pied de Pierre. Un craquement sec résonna, et les têtes se tournèrent. L'homme en manteau noir eut le temps d'apercevoir une ombre. Ses mains, rapides comme l'éclair, firent un signe. 3 silhouettes surgirent, encadrant la sortie. Jacques sut que l'alternative se résumerait à l'affrontement ou à la fuite. Il choisit d'affronter. Il n'était pas un héros, seulement un père qui n'avait plus rien à perdre. Il se rua en avant, criant le prénom de Camille. Elle tourna la tête, stupéfaite, et leurs regards se croisèrent. Un éclair de reconnaissance et de soulagement apparut sur son visage. Puis la peur revint quand elle vit l'homme s'avancer, menaçant. La bagarre fut courte et brutale. Les hommes du réseau, entraînés et organisés, savaient agir. Pierre, malgré son courage, se prit un coup et recula. Jacques, fou de colère, attrapa l'un des hommes au bras et le projeta contre une pile de cartons. Camille, d'un geste presque surnaturel, se précipita vers son père et se jeta à son cou. Dans ce brasier de violence, le couvre-feu des émotions éclata. Larmes, cris, menaces proférées à voix basse. L'homme au manteau noir s'interposa entre eux, la voix glaciale. Personne ne partira. Pas sans payer. La situation bascula quand, dans le tumulte, la petite caméra de Pierre glissa sur le sol et continua d'enregistrer. Les visages du réseau s'étaient figés, surpris, et cela laissait une trace irréfutable. Profitant d'un instant de confusion, Jacques arracha une bouteille d'essence laissée là, la brisa et jeta son contenu vers la palette la plus proche. L'odeur d'essence se répandit. C'était un geste désespéré et dangereux, mais il savait que la panique pouvait créer une ouverture. L'un des membres du réseau lâcha un juron et recula, craignant l'incendie. Dans la mêlée, une femme jusque-là en retrait se précipita vers la porte arrière. Jacques se jeta sur elle, la main serrée autour d'un foulard.
Son visage, à la lumière vacillante, révéla une surprise. Elle n'était pas là pour se battre, seulement pour fuir. Elle murmura « Ils m'ont forcé. Ils m'ont menacé aussi. S'il vous plaît, aidez-moi. » Sa voix trembla. Jacques comprit immédiatement. Le réseau avait étendu sa toile bien au-delà de ce qu'il imaginait. Ils n'étaient pas seulement des manipulateurs, ils prenaient des vies en otage, faisant plier des volontés par la peur. La peur criait dans la poitrine de Jacques, mais un autre sentiment le traversa, l'espoir. Savoir que d'autres aussi souffraient, d'autres aussi avaient été pris au piège, faisait naître une responsabilité plus grande encore. Il libéra la femme, la guidant vers Camille et Pierre. « On doit sortir maintenant », souffla-t-il, et tous quatre, chancelants, se frayèrent un chemin à travers les palettes. À l'extérieur, la frénésie battait son plein. Les alarmes ne s'étaient pas encore déclenchées, mais l'agitation suffisait. Le froid de la nuit n'effaçait pas l'adrénaline. Ils coururent sans regarder en arrière. Une voiture démarra en trombe. Peut-être un complice du réseau, mais la camionnette louée par Pierre, garée non loin, était prête. Ils y montèrent, haletants, roulant à toute vitesse loin de l'entrepôt et de ses ombres. La caméra de Pierre avait enregistré le visage de l'homme en manteau noir et de plusieurs complices, preuve tangible. De retour dans un lieu sûr, ils découvrirent les images. Les visages étaient nets, les gestes révélateurs. Jacques sentit une fatigue s'abattre sur lui, mais il sut aussi que la partie n'était pas finie. Ils avaient gagné une bataille. Camille était hors de portée immédiate. Ils avaient des preuves, mais un réseau ne se détruit pas en une nuit. Et désormais, ce même réseau savait qu'on l'avait repéré. Pour la première fois depuis des semaines, Camille s'endormit profondément, blottie contre son père. Ses respirations régulières étaient une musique de victoire. Jacques resta éveillé, regardant la fenêtre, conscient que l'étau se resserrerait, mais certain d'une chose, il avait franchi la ligne, et il n'y avait plus de retour possible. Il protégerait sa fille, il écraserait ce réseau, même si cela lui coûtait tout. Le retour de l'entrepôt n'était pas une victoire définitive. Jacques le savait. Oui, ils avaient sauvé Camille. Oui, ils avaient des images compromettantes. Mais il avait aussi lu dans les yeux froids de l'homme au manteau noir une promesse silencieuse. Cette guerre n'était pas terminée. Dès le lendemain matin, Pierre s'activa. Il téléchargea les vidéos, en fit plusieurs copies et contacta un collègue de confiance dans un grand média. « Si jamais il nous arrive quelque chose, ces preuves doivent sortir, » dit-il en fixant Jacques droit dans les yeux. Celui-ci acquiesça, le visage dur. « Je ne laisserai plus personne nous réduire au silence. » Camille, encore tremblante, refusait de quitter son père d'une semelle. Elle dormait à peine, sursautait au moindre bruit. Jacques lui préparait des repas simples, veillant à ce qu'elle sente de nouveau la chaleur d'un foyer protecteur. Mais malgré ses efforts, il percevait dans ses yeux une terreur qui ne disparaissait pas. Chaque fois qu'elle croisait son reflet dans un miroir, elle semblait craindre de voir derrière elle l'ombre de ce garçon manipulateur. Le soir, Jacques reçut un appel anonyme. Une voix grave, déformée, cracha à travers le combiné. « Tu crois avoir gagné? Tu n'as fait que signer ton arrêt de mort. » Puis la ligne coupa. Jacques resta immobile, serrant le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. Il savait que ce n'était pas une menace en l'air. Il raconta tout à Pierre. « C'est la preuve qu'ils savent qui tu es, » répondit ce dernier. « Tu n'as plus de temps à perdre. Nous devons rendre publiques ces images. » Jacques hésita. Rendre ces preuves publiques mettrait sans doute fin au pouvoir du réseau, mais cela exposerait aussi Camille à la curiosité malsaine de tout le pays. Son nom, son visage, ses larmes seraient étalés sur toutes les chaînes. Avait-elle la force d'endurer ça? Camille surprit leur discussion et entra dans la pièce, la voix encore tremblante mais déterminée. « Papa, je préfère que tout le monde sache plutôt que de vivre caché toute ma vie. » Jacques sentit son cœur se serrer de fierté et de douleur mêlée. Sa fille n'était plus l'enfant fragile qui se cachait dans sa chambre. Elle avait trouvé le courage de se dresser face à ses bourreaux. Le jour suivant, Pierre diffusa les vidéos à travers son journal. Les images de l'entrepôt, des sachets, des visages des recruteurs passèrent en boucle sur les écrans. Très vite, la presse nationale s'empara de l'affaire. Réseau clandestin, une adolescente utilisée pour manipuler son père. Les preuves accablantes d'un père courageux. L'opinion publique s'indigna. Des familles, des associations, des citoyens ordinaires descendirent dans la rue pour réclamer justice. La police, sous pression, fut contrainte d'ouvrir une enquête officielle. Des descentes eurent lieu, des arrestations furent annoncées.
Mais l'homme en manteau noir, lui, resta introuvable. Jacques, malgré cette vague d'espoir, restait sur ses gardes. « Cet homme est trop rusé pour tomber si facilement », confia-t-il à Pierre. « Tant qu'il est dehors, Camille n'est pas en sécurité. » Un soir, alors qu'il rentrait avec sa fille, Jacques remarqua une voiture sombre garée non loin de leur maison. Les vitres teintées empêchèrent de voir l'intérieur, mais son instinct lui criait que ce n'était pas une coïncidence. Il serra la main de Camille et accéléra le pas. « Ne regarde pas derrière toi », murmura-t-il. La nuit, il fit semblant de dormir, mais resta éveillé guettant le moindre bruit. À 3 heures du matin, il entendit un moteur démarrer puis s'éloigner. La menace rôdait encore, invisible mais présente. Dans les jours qui suivirent, la vie de Jacques se transforma en un mélange d'espoir et de peur. D'un côté, il voyait sa fille peu à peu reprendre goût à la vie, sourire timidement, recommencer à dessiner comme elle le faisait autrefois. De l'autre, chaque appel anonyme, chaque silhouette suspecte lui rappelait que leur ennemi n'avait pas renoncé. Pierre proposa une solution. « Viens avec moi à la rédaction. On vous protégera, toi et Camille. Et là-bas, tu pourras raconter ton histoire, ton combat. Plus vous serez visible, moins ils pourront vous atteindre. » Jacques hésita encore, mais en regardant sa fille, il sut qu'il devait la protéger non seulement par la force, mais aussi par la lumière. Ils acceptèrent. Dans la grande salle de rédaction entourée de journalistes, Jacques prit la parole. « Je ne suis pas un héros, je suis un père, et je veux que tous comprennent qu'aucun enfant ne devrait être utilisé comme une arme. » Sa voix résonna dans la pièce, et les caméras captèrent chaque mot. Camille, à ses côtés, serra sa main. Cette journée marqua un tournant. L'histoire des Dupont n'était plus seulement une affaire locale ou une enquête criminelle. C'était devenu un symbole, mais derrière les applaudissements et les articles, Jacques sentait encore dans l'ombre le souffle du manteau noir. Il savait que la véritable confrontation n'avait pas encore eu lieu. Les jours qui suivirent leur apparition dans la rédaction furent à la fois porteurs d'espoir et empreints de menaces. Jacques croyait avoir gagné une bataille en exposant publiquement le réseau, mais il sentait au fond de lui que cette victoire n'était qu'un prélude. L'homme au manteau noir, introuvable, demeurait comme une ombre derrière chaque pas, chaque appel anonyme, chaque silence suspect au milieu de la nuit. La police avait procédé à des arrestations spectaculaires. Plusieurs complices, dont le garçon en veste sombre, furent montrés menottés à la télévision. Mais ces images, censées apaiser l'opinion, ne rassurèrent pas Jacques, car aucun média n'évoquait celui qui tenait les rênes. « Ils ne l'ont pas », murmura-t-il un soir, assis dans le salon avec Pierre et Camille. « Ils ont frappé les pions, pas le maître. » Camille, blottie contre son père, hocha la tête. Ses cauchemars continuaient. Elle rêvait qu'on frappait à la porte, qu'on l'emmenait de force, qu'elle revivait l'entrepôt. Jacques, impuissant, restait éveillé la plupart des nuits, veillant sur elle comme un soldat sur son poste. Pierre, lui, se plongeait dans ses dossiers. Ses yeux fatigués témoignaient de nuits passées à recouper des informations, des visages, des adresses. Un soir, il arriva avec une lueur d'excitation. « Jacques, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Il déposa une série de photos sur la table. On y voyait l'homme au manteau noir, mais plus jeune, aux côtés de figures connues du milieu des affaires locales. Cet homme n'est pas un fantôme. Il s'appelle Adrien Lemaître, ancien entrepreneur, ruiné dans un scandale financier. Après sa chute, il a disparu des radars. Jusqu'à maintenant. Jacques fixa les photos, un mélange de colère et de peur au ventre. « Pourquoi nous ? Pourquoi Camille ?» Pierre soupira. « Le maître n'agit jamais par hasard. Si ta fille a été approchée, c'est qu'il avait une raison. Peut-être ton passé, tes finances, quelque chose que tu ignores. » Ces paroles frappèrent Jacques de plein fouet. Était-il lui-même la véritable cible depuis le début? Était-ce à travers Camille qu'on avait voulu l'atteindre? La réponse ne tarda pas à se dessiner. 2 jours plus tard, Jacques reçut une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo. Lui et Camille, assis dans le salon, pris à travers la fenêtre. Derrière la photo, un mot griffonné. « Tu crois pouvoir nous échapper? Nous sommes déjà chez toi. » Jacques sentit son sang se glacer. Il montra la photo à Pierre qui blêmit. « C'est une menace claire. Ils veulent te pousser à la peur. » Camille éclata en sanglots. « Papa, on ne sera jamais en sécurité. » Jacques la serra dans ses bras. Mais au fond, il savait que cette lettre n'était pas seulement une menace. C'était un avertissement. L'homme en manteau noir préparait sa riposte. La nuit suivante, un bruit sourd les réveilla. Jacques se précipita à la fenêtre et aperçut une voiture s'enfuir. Devant la maison, une poubelle brûlait, projetant des flammes dans l'obscurité. Les pompiers arrivèrent rapidement, mais le message était clair.
Nous pouvons frapper quand nous voulons. Au petit matin, Jacques prit une décision radicale. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons comprendre pourquoi il s'acharne sur nous. Louise, Pierre, déterminé, sortit une clé USB de sa poche. J'ai commencé à fouiller dans les archives concernant Adrien Lemaître. Et figure-toi que son nom apparaît lié à une ancienne société, qui a collaboré avec ton entreprise il y a 17 ans. Jacques ouvrit de grands yeux. Il fouilla dans sa mémoire. 17 ans plus tôt, il travaillait dans une société d'import-export. Une transaction avait mal tourné. Un partenaire avait disparu et Jacques avait tout fait pour tourner la page. Tu crois que tout ça, c'est lié à cette affaire ancienne? Pierre hocha la tête. Je crois qu'ils n'ont jamais pardonné et que Camille a payé pour tes fantômes. Ces mots furent comme un coup de poignard. Jacques se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis déclara d'une voix tremblante mais ferme. « Si c'est vrai, alors c'est à moi de finir ce qu'ils ont commencé. » Camille l'attrapa par le bras. « Papa, non, tu ne peux pas. » Jacques la regarda longuement. « Je n'ai pas le choix, ma fille. Si je ne les arrête pas, ils reviendront encore et encore. » Pierre intervint. « On doit être intelligent. On a des preuves, on a des noms. Utilisons-les pour frapper fort. Pas avec les poings, mais avec la vérité. » Ils passèrent la nuit à préparer un dossier. Pierre rédigea un article explosif, reliant Adrien Lemaître à des affaires de corruption, à des sociétés écrans et aux réseaux clandestins. Jacques fournit tout ce qu'il savait, chaque souvenir enfoui, chaque détail oublié. Camille, malgré la peur, apporta son témoignage, décrivant les menaces, les manipulations, les sachets. Quand l'aube se leva, ils avaient entre leurs mains une bombe prête à éclater. Mais Jacques savait qu'en la déclenchant, il se mettait en première ligne. Et quelque part, dans l'ombre, Adrien Lemaître préparait déjà sa contre-attaque. Le dossier préparé par Pierre et Jacques fut publié un lundi matin. L'article s'étalait sur plusieurs pages, mêlant révélations explosives, preuves photographiques et témoignages de Camille. Le nom d'Adrien Lemaître apparaissait noir sur blanc, associé à des faits troublants. Corruption, manipulation de mineurs, substances chimiques utilisées comme armes d'influence. Le papier fit l'effet d'une déflagration. Les médias s'emparèrent immédiatement de l'affaire. Les plateaux de télé s'enflammèrent. On parlait d'un réseau tentaculaire, pas qu'une d'autre une affaire d'État. Des experts débattaient, certains évoquant la résurgence d'organisations clandestines oubliées, d'autres affirmant qu'il s'agissait de simples délinquants surmédiatisés. Mais tous s'accordaient sur un point. Le témoignage des Dupont et le courage de Camille avaient mis à nu une vérité que beaucoup auraient préféré ignorer. Jacques suivait les débats depuis son salon, le visage grave. Camille, assise à ses côtés, semblait partagée entre soulagement et peur. « Papa, est-ce que ça veut dire que c'est fini ?» demanda-t-elle. Jacques hésita. « Pas encore. Quand on met un homme comme Lemaître à découvert, il ne disparaît pas. Il frappe. » Et il avait raison. Le lendemain, la riposte commença. Une vidéo anonyme circula sur les réseaux sociaux. On y voyait Jacques, filmé en cachette, discutant avec Pierre dans le café où ils s'étaient rencontrés. La voix trafiquée d'un narrateur affirmait « Dupont et son complice manipulent la vérité pour se venger d'un ancien partenaire. Leur fille n'est qu'un pion dans leur mise en scène. » Les commentaires se multiplièrent. Certains soutenaient encore Jacques et Camille, mais d'autres commençaient à douter. Et si tout ça était exagéré? On ne connaît pas toute l'histoire. La désinformation s'installait, sournoise, méthodique. Pierre réagit immédiatement. C'est typique de Lemaître. Il sait que l'opinion publique est une arme. S'il sape notre crédibilité, il nous neutralise. Jacques serra les poings. Alors il faut frapper encore plus fort. Ils préparèrent une conférence de presse. Devant un parterre de journalistes, Jacques prit la parole. Nous ne cherchons ni gloire ni vengeance. Nous cherchons la vérité. Ceux qui veulent nous faire taire utilisent les armes du mensonge. Mais nous avons les preuves. À ses côtés, Camille prit la main du micro. Sa voix tremblait mais ne vacilla pas. J'ai vécu leurs menaces. J'ai vu leur cruauté. Ce n'est pas une invention. C'est ma vie. Les caméras captèrent chaque larme, chaque tremblement. L'opinion bascula à nouveau. Les réseaux sociaux se remplirent de messages de soutien. Des hashtags comme la justice pour Camille et Stop Lemaître devinrent viraux. Mais cette exposition accrue les mit en danger immédiat. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Jacques remarqua que la serrure de leur porte avait été forcée. À l'intérieur, rien n'avait été volé. Mais la maison était sans dessus-dessous. Sur la table du salon, une seule feuille les attendait. «
Vous ne comprenez toujours pas. La prochaine fois, ce sera votre sang. » Camille éclata en sanglots. Jacques la serra contre lui, le visage fermé. Il appela la police, mais les agents, bien que présents, ne purent que constater. « Une menace », dit l'un d'eux. Mais sans empreinte, sans preuve directe, difficile d'agir. Jacques comprit alors qu'il ne pouvait plus compter uniquement sur la justice officielle. Pierre proposa une idée risquée. « Nous devons provoquer le maître, le forcer à sortir de l'ombre. » Jacques le regarda stupéfait. « Tu veux dire quoi ?» Pierre répondit « Publier une nouvelle information, quelque chose qu'il ne peut pas laisser passer. S'il croit que nous avons découvert son point faible, il viendra lui-même. » Camille s'opposa immédiatement. « Non, c'est trop dangereux. S'il vient, il te tuera, papa. » Jacques lui prit la main. « Ma chérie, parfois, il faut risquer sa vie pour sauver celle des autres. » Ils mirent leur plan à exécution. Le lendemain, un nouvel article parut, signé de la main de Pierre. Le titre claquait. « Adrien Lemaître, le dossier secret qui pourrait tout faire tomber. » L'article ne donnait pas de détails concrets, mais insinuait l'existence de documents accablants, prêts à être remis aux autorités. Le soir même, Jacques reçut un nouvel appel. Cette fois, la voix n'était pas déformée. Grave, posée, elle dit « Tu joues avec le feu, Dupont. Tu veux me défier? Alors regarde derrière toi. » Jacques se retourna instinctivement. De l'autre côté de la rue, sous un lampadaire, il vit une silhouette immobile, le manteau noir. Leur ennemi n'était plus une ombre lointaine. Il était là, à portée de regard, défiant, prêt à passer à l'attaque. Lorsque Jacques aperçut la silhouette sous le lampadaire, son cœur s'arrêta un instant. Le manteau noir n'était plus un spectre fuyant dans la nuit, ni une menace chuchotée au téléphone. Il était là, debout, réel, tangible. Adrien Lemaître. Jacques sentit ses muscles se tendre. Chaque fibre de son être criait de foncer, de lui arracher des réponses. Mais une main tremblante se posa sur son bras. Camille, qui avait suivi son regard. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Papa, c'est lui », murmura-t-elle. Jacques la serra contre lui, incapable de détourner le regard de l'homme qui, implacable, ne bougeait pas. Adrien leva lentement une main, comme pour saluer, puis tourna les talons et disparut dans l'obscurité d'une ruelle. Jacques voulut se précipiter, mais Pierre l'arrêta. « Pas ici, fais ce qu'il veut. » Jacques comprit. Le maître ne venait pas pour se cacher, mais pour défier. Il venait de déclarer la guerre au grand jour. La nuit fut longue. Jacques n'arriva pas à fermer l'œil. Assis dans le salon, la photo de Camille encore dans la poche, il repensait aux paroles de Pierre. Il faut le forcer à sortir de l'ombre. Eh bien maintenant, il était sorti. Mais à quel prix? Le lendemain, un nouveau coup de théâtre secoua les journaux. Plusieurs témoins affirmaient avoir vu Jacques lui-même rôder autour de l'entrepôt. Certains l'accusaient d'avoir mis le feu volontairement pour couvrir des preuves. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Héros ou manipulateur? Titra un quotidien. Adrien Lemaître avait retourné les armes de la désinformation contre lui. Pierre jura entre ses dents. Cet homme a des contacts partout. Même après sa chute, il garde un réseau d'influence. Si on ne prouve pas sa culpabilité, tu seras détruit avant lui. Jacques, épuisé, leva les yeux. Alors on doit trouver ce dossier secret. Celui qui peut tout faire tomber. Pierre acquiesça. Je crois savoir où chercher. Ils décidèrent de retourner discrètement dans l'entrepôt, malgré les risques. Cette fois, Jacques exigea que Camille reste en sécurité, mais elle refusa catégoriquement. « Tu crois que je vais rester cachée alors que tout ça me concerne ?» Elle avait grandi en quelques semaines. Sa voix ferme trahissait une détermination nouvelle. Jacques céda non sans peur. La nuit suivante, ils se rendirent sur place. L'entrepôt paraissait désert, mais une lumière clignotait faiblement à l'intérieur. Ils se faufilèrent par la même porte métallique que la première fois. Le silence pesait, seulement troublé par le craquement de leurs pas. Dans une pièce à l'arrière, Pierre trouva une armoire fermée par un cadenas récent. Il sortit un petit outil et, après quelques efforts, parvint à le briser. À l'intérieur des dossiers, des enveloppes, des clés USB. Jacques s'en empara, le cœur battant. Mais avant qu'il ne puisse partir, une voix retentit derrière eux. « Alors, vous fouillez dans mes affaires ?» Adrien Lemaître se tenait dans l'ombre, son manteau noir flottant comme une ombre vivante. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. Derrière lui, deux hommes barraient la sortie. Jacques sentit son sang se figer. Camille se rapprocha de lui, tremblante. Adrien s'avança lentement, presque avec élégance. « Tu pensais pouvoir me ridiculiser, Jacques? Publier ton petit article? Exposer mon nom ?» Il ricana. « Tu crois que la vérité suffit à détruire un homme comme moi ?»
Jacques serra les poings. Tu as brisé ma fille. Tu l'as utilisée comme une arme. Tu m'as menacé jusque dans ma maison. Ça suffit. Adrien s'arrêta, le visage figé dans un sourire cruel. Ta fille? Elle n'est qu'un pion, mais toi, Jacques, tu es le roi que je voulais abattre. Ces mots frappèrent Jacques comme une claque. Il comprit soudain, ce n'était pas par hasard que Camille avait été ciblée. Adrien ne voulait pas seulement détruire une famille, il voulait se venger de Jacques personnellement. Mais pourquoi? Adrien s'approcha, ses yeux plantés dans ceux de Jacques. Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas, 17 ans plus tôt, l'affaire qui a ruiné ma vie, tu étais là. Tu as signé des papiers qui m'ont condamné. Tu as bâti ton avenir sur mes cendres. Et maintenant, je prends ce qui t'est le plus cher. Jacques chancela. Les souvenirs remontaient. Cette transaction douteuse, ces documents qu'il avait signés sans tout comprendre, étaient-ils par négligence responsables de la chute de cet homme? Et maintenant, Camille en payait le prix? La colère monta. J'ignorais. Je ne savais pas que c'était toi, ni les conséquences. Adrien éclata d'un rire froid. Ignorance n'efface pas la culpabilité. Un silence lourd envahit la pièce. Puis Adrien leva la main. Ces hommes s'avancèrent. Jacques se plaça devant Camille, prêt à tout. Mais avant que l'affrontement n'éclate, Pierre activa la caméra qu'il avait dissimulée sur sa veste. La petite lumière rouge s'alluma discrètement. Chaque mot d'Adrien venait d'être enregistré. Adrien comprit trop tard. Son regard s'assombrit et sa voix gronda. « Tu penses que ça suffira? Même si tu sors d'ici vivant, Jacques, je serai toujours là. » L'instant suivant, la pièce explosa en chaos. La pièce bascula dans un chaos brutal. Les hommes de main de Lemaître bondirent en avant, lourds, rapides, tandis qu'Adrien restait en retrait, les bras croisés, son sourire glacé comme une signature. Jacques se plaça aussitôt devant Camille, prêt à encaisser le premier choc. L'un des hommes le saisit par le col et tenta de le projeter contre les caisses. Mais Jacques, mu par une rage instinctive, résista. Ses poings, d'ordinaire ceux d'un homme fatigué par les années, devinrent les armes d'un père qui n'avait plus rien à perdre. Pierre, malgré sa carrure mince, se lança à son tour. Il brandit la lampe torche qu'il tenait encore et frappa l'un des agresseurs au visage. L'homme chancela, mais un second le saisit et l'écrasa contre le mur. Pierre hurla de douleur, mais sa caméra fixée à sa veste continuait d'enregistrer impassible les visages et les voix. Camille, terrorisée, se recroquevilla derrière une pile de cartons. Ses mains tremblaient, mais ses yeux fixaient son père avec une intensité nouvelle. Elle comprenait. Il se battait pour elle, pour leur avenir, pour arracher leur vie aux griffes de Lemaître. Jacques, haletant, parvint à repousser son adversaire et s'élança vers la table où reposaient les dossiers et les clés USB. « Prends-les » cria-t-il à Camille. Elle obéit, ses doigts agrippant les preuves comme si elles étaient un fil de survie. Adrien, voyant la scène, perdit son calme. Son visage se déforma en une grimace haineuse. « Non, vous ne sortirez pas d'ici avec ça !» Il attrapa une barre métallique posée contre le mur et avança d'un pas menaçant. Jacques se plaça de nouveau entre lui et sa fille. « Ça s'arrête ici, Lemaître !» hurla-t-il. Adrien brandit la barre et l'abattit avec une force meurtrière. Jacques para de justesse, la douleur vibrant dans son bras. Les coups s'enchaînèrent, brutaux, métalliques, résonnant comme des tambours de guerre dans l'entrepôt. Pierre, à moitié sonné, rampa jusqu'à Camille. « Ville !» souffla-t-il. Mais Camille resta figée. Ses yeux, emplis de larmes, fixaient son père qui vacillait sous les coups. Alors, dans un élan désespéré, elle attrapa une caisse vide et la lança de toutes ses forces sur Adrien. La caisse s'écrasa contre lui, le déstabilisant quelques secondes. Jacques en profita pour lui asséner un coup de poing au visage. Le manteau noir chancela, surpris que ce père ordinaire trouve encore la force de se relever. Son regard se voila de rage pure. « Tu ne comprends donc pas? Tu m'as détruit autrefois, Jacques. Et maintenant, c'est moi qui détruis tout ce que tu aimes. » Jacques hurla, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Tu ne toucheras pas à ma fille. » D'un dernier élan, il projeta Adrien contre la pile de cartons. La poussière s'éleva, les lampes tremblèrent. Profitant de la confusion, Jacques saisit la main de Camille et cria à Pierre « Viens !» Ils coururent à travers le dédale de l'entrepôt, leurs pas résonnant comme des tambours dans la nuit. Derrière eux, Adrien hurlait, ordonnant à ses hommes de les rattraper. Des silhouettes se mirent à les poursuivre. Le souffle court, Jacques guidait Camille, ses yeux cherchant une sortie. Soudain, une main surgit de l'ombre et saisit Camille. Elle cria, mais Jacques réagit aussitôt, frappant l'assaillant de toutes ses forces.
L'homme s'effondra, laissant le passage libre. Ils atteignirent enfin la porte arrière, la même par laquelle ils étaient entrés. Mais au moment où Jacques l'ouvrit, un coup sourd résonna derrière lui. Pierre venait de s'écrouler, rattrapé par un des hommes de Lemaître. Jacques voulut revenir, mais Pierre hurla « Partez ! Sauvez-la !» Ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Camille, en larmes, tira son père vers l'extérieur. « Papa, vite !» Jacques, le cœur déchiré, obéit. Ils s'élancèrent dans la nuit glaciale, l'épreuve serrée contre eux. Derrière, les cris des hommes résonnaient, et la silhouette sombre d'Adrien Lemaître apparut dans l'encadrement de la porte, son manteau flottant comme une ombre éternelle. Ils coururent jusqu'à la camionnette garée non loin. Jacques jeta Camille à l'intérieur et démarra en trombe. Les pneus crissèrent, soulevant la poussière. Dans le rétroviseur, il vit Adrien debout, les fixant, une main ensanglantée serrant encore sa barre métallique. Son regard promettait une seule chose. Ce n'était pas fini. La route défilait, mais le silence à l'intérieur était assourdissant. Camille, haletante, serrait les dossiers contre elle. Jacques, le souffle court, n'osait pas penser à Pierre resté derrière. Il priait pour qu'il ait survécu, pour que son sacrifice n'ait pas été vain. « Papa », murmura Camille. Sa voix tremblait. « On a les preuves. Mais s'il nous retrouve ?» Jacques serra le volant à s'en blanchir les phalanges. « Alors on ira jusqu'au bout. On l'exposera au monde entier. Et cette fois, il ne pourra plus se cacher. » Mais au fond de lui, il savait qu'Adrien Lemaître ne se laisserait jamais abattre si facilement. La fuite de l'entrepôt avait laissé Jacques et Camille épuisés, meurtris, mais vivants. La camionnette filait dans la nuit comme un navire perdu dans une mer de ténèbres. Derrière eux, le passé hurlait encore, et devant eux, l'avenir s'écrivait dans l'incertitude. Mais une chose était claire, ils tenaient entre leurs mains des preuves capables de faire tomber Adrien Lemaître. Arrivé chez eux, Jacques verrouilla toutes les portes et ferma les volets. Camille s'assit à la table, serrant les clés USB comme une relique sacrée. Son visage portait encore les traces de larmes et de poussière, mais dans ses yeux brillait une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle n'était plus seulement une victime, elle était devenue témoin, actrice, prête à affronter le monde. Jacques, malgré la douleur dans ses bras et ses côtes, connecta l'une des clés USB à son ordinateur portable. Des dossiers apparurent à l'écran. Contrats falsifiés, liste de noms, transfert d'argent vers des paradis fiscaux et surtout des vidéos. Sur l'une d'elles, on voyait Adrien Lemaître lui-même dirigeant une réunion avec ses complices. Sa voix froide résonnait clairement. « Nous utilisons les plus fragiles car ils sont malléables. Les familles ne voient rien. Et quand elles ouvrent les yeux, il est trop tard. » Jacques sentit son cœur se serrer. Ces images étaient plus qu'une preuve. C'était une condamnation. Si elles venaient à être rendues publiques, Lemaître n'aurait plus aucun refuge. Mais il y avait un problème. Diffuser ces preuves signifiait aussi exposer Camille encore davantage. Son nom, son visage, son témoignage seraient associés pour toujours à cette affaire. Jacques posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille. « Tu es sûr de vouloir aller jusque-là » demanda-t-il. Camille leva vers lui un regard ferme. « Papa, ils m'ont utilisé comme une arme. Je veux que le monde sache. Je ne veux plus avoir honte. » Il la serra contre lui, bouleversé. Son courage lui donnait la force d'avancer. Le lendemain, ils retrouvèrent Pierre dans un petit hôpital de banlieue. Miraculeusement, il avait survécu à l'affrontement. Affaibli mais encore combatif, il leur sourit. « Vous avez ce qu'il faut ?» Jacques hocha la tête. Pierre ferma les yeux, soulagé. « Alors, c'est le début de la fin. » Mais il les prévint aussi. « Lemaître ne restera pas immobile. Si vous publiez ces preuves, attendez-vous à un contre-coup violent. » Jacques soupira. « Il nous traque déjà. La seule arme qu'il ne supportera pas, c'est la vérité. » Ils prirent contact avec plusieurs journalistes d'investigation. Un rendez-vous fut fixé pour le lendemain soir, dans un lieu sécurisé, afin de transmettre les données. Mais Jacques ne put chasser une angoisse persistante. Et si Lemaître apprenait ce rendez-vous? Et s'il frappait avant qu'il ne puisse parler? Cette peur devint réalité plus vite qu'il ne l'imaginait. Dans l'après-midi, Jacques reçut un message anonyme sur son téléphone. Une photo apparut. Camille, prise en filature à sa sortie du lycée. C'est une phrase en lettres capitales. « Si tu parles, elle disparaît. » Jacques sentit ses mains trembler. Ils étaient surveillés en permanence. Adrien Lemaître savait chacun de leurs mouvements. Il montra la photo à Camille, qui pâlit mais ne recula pas. « Papa, c'est ce qu'il veut, que tu renonces. Si tu cèdes, il aura gagné. » Jacques ferma les yeux. Elle avait raison. Mais comment protéger sa fille tout en affrontant ce monstre?
Ce soir-là, il prit une décision qui changerait tout. Plutôt que d'attendre passivement le rendez-vous, il tendrait un piège à Adrien. Il utiliserait les preuves comme appât, l'attirant dans un lieu choisi, où chaque mot, chaque geste pourrait être filmé et diffusé en direct. Pierre, malgré ses blessures, approuva. « Assez risqué, mais si ça marche, tu l'écrases devant le monde entier. » Camille, les larmes aux yeux, posa sa main sur celle de son père. « Je crois en toi. » Cette nuit-là, Jacques ne dormit pas. Il se tenait près de la fenêtre, scrutant l'obscurité, imaginant le visage d'Adrien surgir à tout moment. L'heure du dernier affrontement approchait, et au fond de lui, il le savait. Seul l'un d'entre eux sortirait de cette bataille debout. Le plan fut établi dans le plus grand secret. Jacques, Pierre et Camille décidèrent de ne pas attendre les journalistes. Ils allaient organiser une diffusion en direct des preuves, de sorte qu'Adrien Lemaître ne puisse jamais les étouffer. Pierre mobilisa ses contacts dans les médias, prépara une plateforme sécurisée, capable de relayer la vidéo en simultané. L'idée était simple, provoquer Lemaître, le faire apparaître, et révéler son vrai visage devant des milliers de spectateurs. La nuit choisie, l'air était lourd, chargé d'électricité. Jacques avait choisi un ancien hangar désaffecté, équipé de caméras dissimulées et d'un générateur. Camille, bien que terrorisée, insista pour venir. « C'est mon histoire, papa. Si je ne suis pas là, il croira encore que je suis sa proie. » Jacques céda, le cœur serré. Ils installèrent le matériel. Pierre, pâle et encore affaibli, connecta la clé USB au système. Les images compromettantes de Lemaître étaient prêtes à être diffusées en un clic. « Une fois que tu appuies sur ce bouton, » expliqua-t-il à Jacques, « il n'y a plus de retour. Le monde entier saura. » À minuit, un bruit de moteur déchira le silence. Une berline sombre s'arrêta devant le hangar. 3 silhouettes en descendirent. Au milieu, Adrien Lemaître, vêtu de son manteau noir, avançait d'un pas calme, presque théâtral. Sa voix résonna avant même qu'il ne franchisse la porte. « Tu crois vraiment pouvoir me piéger, Jacques ?» Les caméras enregistraient déjà. Le direct avait commencé. Des milliers de spectateurs, derrière leurs écrans, voyaient et entendaient tout. Jacques, conscient de ce public invisible, se redressa. « Ce soir, Adrien, tout le monde saura qui tu es. » Adrien éclata d'un rire froid. « Tu crois qu'une vidéo suffit? J'ai survécu à pire. Je suis un survivant, un stratège. Tu n'es qu'un pion qui croit être joueur, toi. » Jacques avança d'un pas, sa voix vibrante. « Non, je suis un père. Et tu as choisi la mauvaise fille. » Adrien sortit une arme, la braquant sur Camille. La salle se figea. « Tu veux jouer au héros? Alors regarde-la disparaître sous tes yeux. » Camille retint un cri, ses yeux fixés sur ceux de son père. Mais au même instant, Pierre activa un projecteur. Sur le mur du hangar apparut l'image captée en direct. Adrien, son arme pointée sur une adolescente, ses menaces résonnant dans le micro. La diffusion ne laissait aucun doute. Des milliers de témoins voyaient le monstre sans masque. Adrien se figea, comprenant trop tard. Ses yeux se remplirent d'une rage folle. « Espèce de... » hurla-t-il, se tournant vers les caméras comme pour les briser. Jacques en profita pour se jeter sur lui. L'arme tomba au sol. Les deux hommes luttèrent, leurs corps s'entrechoquant dans un combat désespéré. Camille cria mais ne resta pas immobile. Elle ramassa l'arme et la pointa à son tour, ses mains tremblant. « Lâche mon père !» hurla-t-elle. Adrien, surpris, relâcha sa prise un instant. Jacques en profita pour le projeter contre une poutre métallique. Le choc résonna dans tout le hangar. Les sirènes commencèrent à hurler au loin. La police, alertée par les spectateurs qui avaient signalé le direct, arrivait. Adrien, à genoux, fixait Jacques d'un regard plein de haine. « Tu crois avoir gagné? Même si je tombe, d'autres prendront ma place. » Jacques, haletant, répondit d'une voix ferme. « Peut-être, mais toi, tu ne nuiras plus jamais à ma fille. » Les forces de l'ordre investirent le hangar. Adrien fut menotté, son manteau noir sali par la poussière et la sueur. Les caméras continuaient de filmer, montrant son visage défait, son regard furieux. Pour la première fois, le monde voyait Adrien Lemaître non plus comme une ombre, mais comme un criminel démasqué. Camille se précipita dans les bras de son père. Ils restèrent enlacés, tremblants, mais enfin libres. Pierre, épuisé, s'assit contre un mur, un sourire discret aux lèvres. « C'est fini », souffla-t-il. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Les médias relayèrent l'arrestation en boucle. Adrien Lemaître devint le symbole d'une corruption insidieuse mise à nu. Jacques et Camille furent acclamés comme des héros malgré eux. Mais au-delà des caméras et des articles, il ne restait qu'une vérité simple.
Un père avait protégé sa fille, et ensemble, ils avaient affronté l'ombre. Dans leur maison enfin apaisée, Camille demanda un soir « Papa, crois-tu que tout ça disparaîtra un jour de ma mémoire ?» Jacques caressa ses cheveux et répondit doucement « Non, ma chérie, mais tu n'as plus besoin d'avoir peur. Ce passé fait partie de toi, mais il ne te définira jamais. Ce qui te définit, c'est ton courage. » Elle sourit faiblement, puis posa sa tête contre son épaule. Jacques, pour la première fois depuis longtemps, sentit la paix l'envahir. L'avenir restait incertain, mais il savait une chose. Tant qu'ils seraient ensemble, rien ni personne ne pourrait les briser.